Bonjour à tous, au micro Sylvie Lidji qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et J-Call. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incroyable projet de Donald Trump, président des États-Unis, projet qui, selon lui, devrait résoudre le problème si complexe du Moyen-Orient. Et nous sommes en ligne aujourd'hui avec Elie Barnavi, historien, diplomate et ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonjour Elie Barnavi. Bonjour Sylvie. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, alors le président Trump parle de relocalisation, délocalisation provisoire. En Israël, on parle de transfert. Il y a des mots comme déportation, expulsion, nettoyage ethnique qui sont utilisés dans les médias. Elie Barnavi, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots en quoi consiste ce fameux projet de Donald Trump? Écoutez, franchement, je n'en sais rien. Et je ne sais pas si lui-même le sait. Enfin, ce qui semble se dessiner, c'est que ce n'est plus, il ne s'agit plus de déplacements provisoires de population, comme il le disait au début. Maintenant, il parle de délocalisation finale, que ces gens-là n'auraient pas le droit de revenir, puisqu'ils seront heureux dans leur nouvelle maison, toute belle, construite ailleurs pour eux. Et donc, on en est là. Je veux dire, c'est un projet absolument fantasque, hein, dont les chances d'aboutir sont pratiquement nulles, mais qui a eu pour effet de déplacer le débat, d'introduire une dose de déstabilisation incroyable dans le débat, de gêner la continuation du cessez-le-feu et de la libération des otages. Bref, c'est un projet sans consistance, sans espoir, sans chance de succès, dont l'effet est purement déstabilisateur. Alors, vous me demandez en quoi il consiste, je vous dirais que je n'en sais rien. C'est-à-dire, il faut bien voir de quoi il s'agit. Il s'agit d'une population de 2 millions de personnes, dont la plupart ne veulent pas partir, pour les transporter ailleurs, dans des endroits où on ne veut pas d'eux, avec des moyens qui seraient gigantesques et que personne n'avait financé. Et voilà les termes de l'opération. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça tout le monde a apporté son grain de sel. Vous disiez déstabilisation, c'est quoi l'idée de la déstabilisation? Ça veut dire que quand vous annoncez une mesure pareille, même si la plupart des gens savent qu'elle n'a aucune chance de se réaliser, et évidemment, vous provoquez un choc psychologique. Alors, pour l'extrême droite israélienne, c'est un choc psychologique heureux, puisque c'est ce qu'ils préconisent depuis toujours. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent vider la population de ses habitants pour y renouveler la colonisation qui a été liquidée, vous en souvenez, en 2005 par Ariel Sharon. Mm-hmm. Alors pour tous les autres, c'est un effet déstabilisateur épouvantable. Je dis d'abord pour les gens eux-mêmes qui ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés, et puis pour les pays qui sont censés accueillir ces gens. On peut dire loge la Jordanie et l'Égypte qui n'ont pas la moindre intention de le faire et qui sont déjà menacés de rétorsion de la part de Trump. Donc voilà, c'est l'effet déstabilisateur, en fait. Et les autres pays arabes, comment ils réagissent, hein? Mais tous très mal. Enfin, il y a déjà eu une fête de non-recevoir. Il y a eu une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe. Il va y avoir une réunion au sommet des chefs de la Ligue arabe et partout on entend le même son de cloche, notamment de Riyad, qui est censé être le grand partenaire de Washington et qui a dit qu'il n'était pas question, qui est en train de durcir le ton.
Et donc, un autre effet déstabilisateur, c'est sur les pays qui ont signé les accords d'Abraham avec Israël, qui prennent cela très très mal, notamment les Émirats et le Bahreïn, mais derrière se profile l'Arabie Saoudite, qui, elle, n'a encore rien signé, mais qui est sur les rangs. Et alors, ça risque de compromettre les accords d'Abraham? Ça dépend jusqu'où on ira. Au débeauté, je vous dirais que je ne crois pas, puisque les accords d'Abraham, tout le monde a intérêt à ce qu'ils réussissent, notamment les Émirats. Nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires de ces accords. Et donc je ne crois pas. Mais si ça continue comme ça, oui, en fin de compte, il y en a même qui craignent la déstabilisation des accords de paix avec leurs voisins, l'Égypte et la Jordanie. Alors ces accords de paix sont l'un des piliers essentiels de la sécurité d'Israël dans la région. Ce sont des accords anciens et qui ont fait la preuve de leur solidité malgré toutes les épreuves. Mais cette histoire de déplacement de population chez eux, ça ne passera pas. C'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'impossibilité pour eux. Et le fait que les Italiens se soient précipités dedans avec enthousiasme est la preuve de l'irresponsabilité du personnage. C'est vraiment c'est un moment irréel, si vous voulez, la géopolitique, on l'a jamais vu. Voilà. Et l'Union européenne, comment elle a réagi, ou elle n'a pas réagi peut-être? L'Union européenne en tant que telle, non, mais les États européens, oui. Ils ont tous dit qu'il fallait respecter il fallait respecter la possession du pays par ceux qui habitent, les Palestiniens, et qu'il fallait préserver la solution des États. Mais il n'y a pas eu de véritable riposte concertée, et cela, je le regrette. Vous voyez, ce qui se passe en fait, c'est que on vit dans un monde où des propos insensés deviennent un sujet de conversation presque normal. C'est ça qui est effrayant. Mm-hmm. C'est un peu ce qui se passe aux États-Unis eux-mêmes, à l'intérieur. Ce que cette administration fait, c'est sans précédent. La manière dont ils brutalisent la Constitution, le gouvernement, les agences du gouvernement, tout ça, c'est inouï, c'est propre inouï. Et on s'habitue, vous savez, on s'habitue à tout. Ça fait partie, évidemment, beaucoup n'aiment pas ça, il y a de la justice en mêle, mais en attendant, il y a une espèce d'habitude qui s'installe, de mythisation des esprits, si vous voulez. C'est un peu ce qui s'est passé en Europe dans les années 30, si vous voulez. Et on fait des choses incroyables. Par exemple, on impose aux Juifs des limitations, on les transforme du jour au lendemain en citoyens de seconde zone. Alors beaucoup n'aiment pas ça, évidemment, mais la vie étant ce qu'elle est, on continue de vivre et on finit par s'habituer. Et puis et ce qui paraissait incroyable hier devient non pas sympathique, mais enfin admissible aujourd'hui, et demain est intégré comme quelque chose de tout à fait normal. Et c'est de ça qu'il s'agit, voyez-vous, c'est l'habitude, et l'habitude est la pire ennemie de la démocratie et d'une société normale. Alors pour ajouter encore à ce pessimisme que vous nous décrivez, hier, donc le 10 février, le Hamas, si je ne m'abuse, a bloqué la poursuite de l'accord de cessez-le-feu et le président Trump a menacé à nouveau, je cite, d'ouvrir les portes de l'enfer si les otages israéliens ne sont pas libérés. C'est une excellente remarque. Parce que ça veut dire quoi? Mais disons d'abord que j'ai bon espoir quand même que la crise va se dénouer et qu'on va voir ces otages samedi prochain quand même. Le Hamas, ce n'est pas pour rien qu'il a dit ce qu'il a dit au début de la semaine, précisément pour laisser du temps, enfin,
mettre la pression, laisser du temps à cette crise de se dénouer. Mais là encore, j'entends ce que dit Donald Trump et je ne comprends pas ce qu'il dit. S'il me demandait de dire qu'est-ce qu'il a dit, je n'en sais rien. Il a dit que si tous les otages n'étaient pas libérés samedi prochain, alors l'enfer va se déchaîner. Alors, tous les otages, c'est-à-dire qu'on supprime d'un coup toutes les phases, les attendus de l'accord sur le cessez-le-feu. Est-ce que vraiment il s'agit de tous les otages? Et si ils ne libèrent pas, ce qu'ils ne feront pas de toute façon, de quel enfer, qui va déclencher cet enfer sur la tête du Hamas? Les troupes américaines ou nous, Israël? Alors, qu'est-ce qu'il cherche, Trump, en faisant ça, en disant ça? Mais je n'en sais rien. Il faut entrer dans la tête de Donald Trump, ce qui n'est pas une mince affaire. Je ne sais pas. Là encore, il lance une bombe en espérant que ça aura un effet sur qui, comment, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire je laisse la bride sur le cou au gouvernement Netanyahou pour qu'il fasse la guerre? C'est possible. Évidemment, Ben-Gvir et Smotrich ont hurlé de bonheur. Ils ont dit c'est formidable, c'est exactement ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est ce que Netanyahou veut vraiment, recommencer la guerre samedi? Alors, il faut bien voir ce que ça signifie, recommencer la guerre. Ça veut dire condamner à mort les otages qui n'auront pas été libérés. Ça veut dire aussi faire la guerre dans des conditions très différentes de celles qui étaient de notre avant, puisque la population gazaoui a reflué vers le nord, qu'il n'y a plus de cibles militaires, c'est ce que disent les généraux, hein, il n'y a plus de cibles militaires discernables. Alors ça veut dire quoi faire la guerre exactement dans ces conditions? Je n'en sais rien. Vraiment, et personne ne le sait. Et c'est ça, c'est le style nouveau de la géopolitique américaine. C'est-à-dire, on dit n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, sans qu'il n'y ait aucune base à cela, sans qu'il n'y ait aucun travail. Ce genre de choses se prépare, il y a un travail d'expert en amont, rien. C'est-à-dire, on le dit pourquoi? Parce qu'il se réveille le matin et que c'est ce qu'il a envie de dire à ce moment-là. Nous vivons dans ce monde-là. Est-ce que vous auriez quand même peut-être un mot optimiste pour terminer? Mon optimiste, c'est ça, c'est l'espoir raisonné quand même que les otages, les 3 otages qui doivent se libérer samedi prochain le soir, et que sous la pression qui est devenue vraiment énorme de l'opinion publique, ici, il y ait quand même la poursuite du cessez-le-feu et l'enclenchement de la phase 2. Netanyahou n'en veut pas, mais il est là sous une énorme pression pour que ça se fasse. C'est le seul espoir que je vois en ce moment. Elie Bernavi, merci pour cet éclairage.